La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est la fondatrice et PDG de Global Sovereign Advisory. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Anne-Laure Kichel. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Le projet de budget 2026 examiné de nouveau à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Pensez qu'il faut un budget à tout prix ou est-ce qu'il faudrait accepter uniquement un bon budget, entre guillemets ? Non, je pense absolument pas qu'il faille un budget à tout prix. Je pense en effet que ça fait depuis de très nombreux mois qu'on a ces discussions budgétaires. Je pense que plus personne soit n'y comprend rien, soit ne voit le cap. Puisque finalement, quand on parle, je sais que c'est des sommes importantes, mais 10 milliards, 6 milliards, 15 milliards, finalement, c'est pas non plus du tout à la hauteur des enjeux de ce que le pays va devoir résoudre, puisqu'on a un déficit extrêmement important qu'il faut qu'on ramène absolument en dessous des 5%, puis après qu'on converge. Et c'est pas du tout de ces sommes-là dont on parle. Donc je trouve ces discussions tout à fait, quelque part, à la fois dérisoires, manquant de lien avec la réalité du monde. Par exemple, moi ça me frappe beaucoup, mais je crois que le mot intelligence artificielle n'a pas été mentionné une seule fois dans ces discussions. Donc on passe à côté des grands enjeux du monde, et certes, il y a des mesures qui sont importantes à regarder, mais son budget est complètement, ces discussions est décorrélé de la réalité du monde. L'exécutif a rappelé plusieurs fois qu'il était très important pour nous d'avoir un cadre budgétaire. L'Espagne se débrouille très bien sans budget. Et la Belgique aussi d'ailleurs. Donc oui. La Belgique a dès le début fait le constat on ne pourra pas avoir de consensus sur un budget, donc ça fait depuis plusieurs années qu'on se débrouille sans budget. Et l'Espagne en effet fonctionne depuis 3 ans sans budget. Et alors l'Espagne a la particularité de fonctionner sans budget, mais d'avoir pourtant des recettes qui augmentent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des recettes qui augmentent ? Parce qu'ils ont une population active qui est de plus en plus importante, liée aussi à l'immigration sud-américaine, et donc ils ont des performances économiques, une croissance qui est tout à fait bonne. Donc en effet, il n'y a pas besoin forcément d'un budget à tout prix, bien sûr. Des choses, si on veut fonctionner de manière extrêmement orthodoxe, il faut fonctionner comme ça, mais on n'a pas du tout besoin d'un budget à tout prix et on peut avoir une très bonne performance économique sans budget. En l'état, le projet de budget 2026 prévoit un déficit public compris entre 5,4 et 5,5% du PIB. Est-ce qu'on en fait trop, à votre avis, sur le déficit ? Alors le déficit, c'est évidemment un sujet majeur, parce que si on a un déficit absolument trop fort, on peut avoir des problèmes. Mais c'est plutôt... c'est moins le sujet du chiffre que ce que ça reflète vraiment. C'est les composantes du déficit que je trouve beaucoup plus intéressantes à regarder. Et le fait que ce déficit se soit aggravé et que ça s'aggrave de façon régulière, récurrente, et pas de façon exceptionnelle. C'est-à-dire si c'est lié, par exemple, à des sujets exceptionnels comme le Covid, ça se comprend parfaitement. Si ça s'érode au fur et à mesure et qu'il n'y a pas de possibilité de rattraper, c'est ça qui pose problème. Et alors ce déficit, donc encore une fois, il faut en comprendre les composantes, et puis il faut aussi comprendre le lien de ce déficit avec les sujets de dette. Ceci d'autant plus quand on a des programmes de dette extrêmement importants qu'on va devoir continuer à avoir, puisque de nouveau on est dans une année record et très importante en termes de dette. Ceci d'autant plus que cette année, on a aussi l'Allemagne qui va commencer à être extrêmement présente sur les marchés, donc on a aussi de la concurrence. Donc je trouve, on dit déficit, et on a raison de dire que le déficit est un sujet, mais on ne regarde pas ses composantes et on ne regarde pas ce que ça veut vraiment dire et là où il faudrait le ramener. Comment vous expliquez qu'on n'a jamais remis à plat le financement de notre modèle social alors qu'on sait très bien qu'il est de plus en plus difficile à financer ? Je pense qu'il y a 2 raisons. Déjà parce que c'est un sujet un peu explosif, si on commence à le poser sur la table, et aussi parce que je crois qu'on n'a pas de vision d'ensemble des sujets. C'est ça, moi, qui me frappe le plus. On parle de déficit, on parle de budget, mais est-ce qu'on parle de politique économique ? Est-ce qu'on parle de politique industrielle ? Et surtout, est-ce qu'on parle du lien entre les deux ? Parce que souvent, on a je ne sais pas, en France, on morcelle un peu les sujets, mais il ne faut justement pas les morceler. Si vous avez une politique économique, une politique d'exportation qui est performante, vous pouvez vous permettre d'autres choses. Si vous avez justement des problèmes de balance commerciale, ce qui est particulièrement le cas pour la France, même s'il y a eu une légère amélioration à cause de l'aéronautique le dernier trimestre, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Donc le sujet demanderait un vrai débat, posé, calme, regardant absolument toutes les composantes de l'économie française, regarderait aussi là où il faut qu'on investisse. Je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne faut pas qu'on investisse plus ? Donc il faudrait reposer toutes les bases, regarder dans quoi on investit, dans quoi on fait des grands plans massifs d'investissement, ce dans quoi on coupe, ce qu'on revoit, et en fait mettre tout ça à plat. Et c'est ce qui manque cruellement, cette réflexion d'ensemble, me semble-t-il. Mais comment vous expliquez qu'une partie de la classe politique en France continue de faire croire qu'il est possible de maintenir notre modèle social
en l'état, quitte à faire les poches des plus riches de manière récurrente pour continuer de le financer? Parce que dire ça est quelque chose de politiquement dangereux, donc personne ne veut s'y hasarder. Je pense que c'est une des premières réponses. Et encore une fois, l'autre réponse est, je pense, une absence de réflexion globale autour de toutes les composantes de l'économie française. Parce que si vous voulez aller même dans cette réflexion globale, vous devez aussi vous poser la question de la diminution du nombre des actifs. Si vous posez la diminution du nombre des actifs, vous posez automatiquement la question de l'immigration. Donc, et alors que les chiffres diraient qu'il faut une immigration plus important, parce qu'on a des problèmes dans certains secteurs. Et ça, c'est un sujet en soi complètement explosif. Donc je pense qu'il y a probablement un manque, courage, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas un manque de volonté de regarder tous les problèmes en face, d'essayer d'apporter une réponse cohérente. Et c'est ça, je trouve, qui fait aussi qu'on a des débats assez surréalistes sur le budget, mais aussi parce qu'on regarde qu'une toute petite lorgnette. Alors sur cette question de la main-d'œuvre, on sait pertinemment que plusieurs secteurs d'activité ne peuvent pas fonctionner sans immigration. C'est le cas du bâtiment, c'est le cas également de la restauration. Comment est-ce que vous expliquez qu'une partie des chefs d'entreprise en France sont de plus en plus attirés par les thèses du Front National, du Rassemblement National? Ça, pour être très honnête avec vous, je ne sais pas d'ailleurs si c'est un fait, si c'est pas un fait. En tous les cas, ce que je pense que ça l'a dit, c'est qu'il y a une inquiétude extrêmement forte par rapport, que ce soit les chefs d'entreprise ou que ce soit n'importe qui de la population, par rapport à justement un pays qui a un manque de projets d'avenir. Donc, pour moi, ce que ça traduit, c'est un manque de projets d'avenir. Ça traduit aussi peut-être une peur par rapport au monde extérieur. Et tout ça fait qu'on essaye de se replier plus sur soi et qu'on a des réflexes probablement de défense. Mais finalement, quand on réfléchit 2 secondes, quand en fait ces enfants risquent de vivre moins bien que nous et que nos parents, nos grands-parents, c'est finalement un réflexe assez naturel, assez humain. Donc c'est contre ça qu'il faut se battre, c'est ça qu'il faut travailler plutôt que de commencer à stigmatiser ou à condamner. Vous avez dit dans ce budget, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on ne parle pas non plus d'éducation. Et pourtant, l'avenir du pays passe par des moyens dans l'éducation. Et j'ai envie de dire que malheureusement, alors les classements PISA ou autres ne sont vraiment pas la seule... Pour autant, ils sont catastrophiques. Ben, c'est ça que je voulais dire, mais je veux dire aussi qu'il ne faut jamais regarder juste un classement. Ben, en tous les cas, en effet, ils sont catastrophiques. On avait aussi eu une mesure un peu plus empirique qui consistait à voir que quand on avait des jeunes enfants ukrainiens qui étaient accueillis dans des familles et qu'on mettait après à l'école, on voyait qu'ils avaient 2 ans d'avance, par exemple, en maths par rapport aux enfants du même âge. Donc, il y a certainement, c'est même pas certainement, il y a un sujet au niveau de l'éducation qui est en régression extrêmement forte. Et vous ne pouvez pas avoir un pays qui a des ressources d'avenir sans une éducation extrêmement forte. Et donc, en effet, on n'en parle pas assez. On ne se fixe pas un critère. Alors, encore une fois, PISA n'est pas l'alpha et l'oméga, mais on pourrait se fixer un critère de dire il faut qu'on monte de tant de places dans ce classement, ou il faut qu'on arrive à... Et voilà le genre de choses qu'on ne fait pas. Or, on pourrait tout à fait considérer que ça peut être un objectif. David ? Anne-Laure Kéchel, vous avez aidé des États à redresser leurs finances publiques. François Eccal, spécialiste des finances publiques, disait avant les vacances d'hiver dans ce studio que la France ne redresserait les siennes qu'au prix d'une intervention extérieure et notamment de la Banque Centrale Européenne. Est-ce votre sentiment? Est-ce que c'est ça l'électrochoc? Alors moi, je suis vraiment tout à fait biaisée, puisque comme vous le rappeliez, par exemple, j'ai travaillé pour la Grèce et j'ai pu voir ce que c'était qu'un pays qui a été mis sous tutelle. Bon, je peux vous assurer que c'est pas, non seulement c'est pas agréable, mais c'est qu'une atteinte à la souveraineté, mais flagrante dans n'importe quelle discussion, et que on s'est retrouvé parfois avec le gouvernement grec à devoir choisir entre l'hôpital et l'école. Enfin, donc c'était absolument n'importe quoi. Et il n'y avait aucune des décisions qui étaient proposées qui était une bonne décision. Moi, je suis peut-être plus optimiste ou peut-être trop naïve, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore une possibilité de ne pas avoir d'intervention extérieure. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que veut dire une intervention extérieure? Ça peut aussi être les marchés qui nous rappellent à la réalité si on devait avoir du mal à se financer cette année. Merci Anne-Laure Kéchel d'être venue ce matin. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour la matinale de l'économie à 6h. À suivre, Et si on parlait français avec Karine Dijoux. Ce sera suivi des coulisses de la politique et la France qui s'obstine à ne pas vouloir saisir l'opportunité du traité du Mercosur pour tenter de relancer son commerce.